Dans cet épisode, en deux parties, on va écouter le témoignage de Elisa. Elisa est française, elle est née en Corée et a été adoptée par une famille dans le nord de la France. Si aujourd'hui elle se livre, elle y a beaucoup réfléchi avant d'en parler publiquement et ouvertement. Elle nous expliquera le pourquoi en ce début d'épisode. Puis on abordera différents sujets comme ses tentatives de suicide, ses recherches et ses retrouvailles avec son père biologique, les liens qu'elle a envie de transmettre à ses enfants. Beaucoup de sujets donc à aborder avec elle. C'est pourquoi l'épisode est en deux parties. Belle écoute! Bonjour Sandra, merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, c'est vrai que quand tu m'as contactée, j'étais pas vraiment surprise parce que c'est un petit peu la suite de ce que j'avais écrit au mois de novembre sur le mois des adoptés. Mais c'est vrai, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute la première fois que je vais enregistrer mon témoignage de mon parcours de vie en français. Euh, c'est pas forcément évident parce que quand même si j'ai publié sur les réseaux sociaux, donc j'avais quand même trois réseaux sociaux, mais un qui est quand même pas mal fréquenté par ma famille, j'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas voir mes posts parce que j'étais pas convaincue que ça allait, voilà, ça allait aider en fait à la réflexion. Peut-être que je me suis trompée, mais c'était surtout pour protéger entre guillemets ma maman adoptive qui, elle, est aujourd'hui âgée de 85 ans et qui ne changera pas d'opinion sur toute ma vie. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui sont assez blessantes et qui sont incompréhensibles pour elle. Donc, c'est vrai que je prends un risque, mais bon, parce elle sait servir d'Internet, ma maman. Mais en même temps, voilà, pourquoi pas. Et puis, suite à mes posts, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont interpellée en me disant que ça les faisait réfléchir, qu'ils ont découvert des choses, etc. Donc, voilà. Et j'ai pas tellement, en fait, parlé de ma famille dans les posts, je pense. Je suis restée assez discrète. Mais bon, au bout d'un moment, je pense aussi que ça fait partie d'un cheminement qui a commencé il y a plusieurs années et que peut-être aujourd'hui je suis plus prête euh, pour mes enfants aussi, pour la transmission, de laisser une trace de ce que j'ai vécu. J'espère pouvoir écrire un jour complètement pour eux un ouvrage, mais c'est vrai que tant que ma maman est vivante, je l'envisage pas encore parce que c'est trop compliqué dans ma tête. Même si je pourrais commencer, c'est trop compliqué pour moi. Donc, je comprends tout à fait les personnes qui auraient pu se désister à la dernière minute parce que d'ailleurs, on m'avait proposé, enfin, j'avais été au casting d'une histoire, une histoire à soi d'Amandine Gay et j'avais été castée pour être la sixième personne et puis je me suis retirée, mon papa était encore vivant et quelques mois avant que, ben, ouais, enfin, ouais, quelques mois après le casting, en fait, peut-être 3, 4 mois après le casting où il m'avait retenue, j'ai fait machine arrière. Donc, à ce moment-là, c'était en 2019 et j'étais pas prête. Et mon papa est décédé et puis après, le Covid est arrivé. Puis bon, voilà, c'était trop tard de revenir dessus. Mais quand j'ai vu le film, j'ai senti que voilà, ça aurait été quand même très compliqué quand même pour moi à gérer émotionnellement. Merci alors de venir te confier à ce micro. Et puis, tu as parcouru du coup un petit cheminement. Alors, ben, pour te présenter, donc tu t'appelles Elisa, tu es née à Séoul, mais je te laisse nous en dire un petit peu plus. Oui, alors, donc moi, je fais partie des 11 000 ou 12 000 Coréens qui ont été adoptés en France. Euh, Donc, j'ai grandi dans le nord de la France et j'ai été adoptée par un couple très français, traditionnel, on va dire, euh, qui m'ont adoptée. J'avais donc 7 mois et demi. Donc, j'étais un tout petit bébé. Et donc je suis restée avec mes parents jusqu'à l'âge de 23 ans environ.
Et j'ai vraiment évolué dans un contexte où bon, mes parents avaient le désir très fort d'adopter puisqu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Ils avaient eu une grossesse qui s'était mal terminée. Ma maman a accouché d'un grand frère qui est décédé dès la naissance, qui était déjà décédé avant dans son ventre. Et suite à ça, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais mes parents avaient cette très forte envie d'avoir des enfants, comme beaucoup de parents adoptifs dans les années 70 ou même encore aujourd'hui, hein. Mais je pense que comme il n'y avait pas non plus toute l'insémination artificielle, tout ça qui existe aujourd'hui, ils se sont tournés vers l'adoption. Et leur démarche ben, a été pas facile, hein. Ils m'ont dit qu'ils avaient d'abord fait une première démarche qui avait été rejetée. Et beaucoup d'enquêtes, assistantes sociales, gendarmerie, il fallait que la maison elle soit aux normes, enfin je pense, de dépenses aussi. Ils sont passés par Terre des Hommes. Et donc finalement, une deuxième requête a abouti à mon adoption. Donc ça, c'est en plein milieu des années 70. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient eu des rencontres avec d'autres parents adoptifs qui étaient très fortement encouragés par Terre des Hommes à l'époque, avant que je sois adoptée, avant mon arrivée. Et ce que je retiens et qui est vraiment très brutal en fait pour nous les adoptés devenus adultes, c'est qu'on leur avait dit dans les années 70, une fois que votre enfant est adopté, il faut absolument couper toutes les racines. Ils ne sont plus coréens, ils n'existent plus à l'ambassade de Corée, il n'y aura plus de traces d'eux. Donc, pour mes parents, ils ont quand même vécu dans cet inconscient collectif de, ben, à partir du moment où mon enfant arrive en France, elle n'a pas de passé, elle n'a pas d'autres parents que nous, en fait. Et, euh, et, et voilà, donc de ce fait-là, je suis devenue leur fille unique. Je n'ai pas eu d'autres frères et sœurs qui ont été adoptés. Et ça, j'avoue que c'était assez lourd parce que je dis souvent que c'est un peu la double peine, dans le sens où pour moi, personnellement, j'avais pas un caractère à rester seule. J'avais vraiment besoin de beaucoup de contact avec la société. Et en plus, en vieillissant, en grandissant, j'ai trouvé que euh, ce côté de redevabilité que on te fait beaucoup sentir quand tu es adopté, ben tu l'as en plus fait d'être enfant unique, parce que tu sais qu'un jour, ben, la vie fait que tu seras la seule personne à t'occuper de tes parents. Si tu décèdes, ben, ils n'ont plus de descendance quelque part. Donc ça, c'est vrai que c'était assez lourd pour moi très vite en tant qu'enfant et ensuite en tant qu'adolescente et adulte. Voilà, donc mes parents, c'est une classe moyenne. On a grandi dans un petit village. Enfin, moi, j'ai grandi dans un petit village de 200 habitants. Donc, tu peux imaginer que sur les 200 habitants, il n'y avait pas il y avait pas d'Asiatiques, il n'y avait pas d'immigrés en général. Et, euh, et dans le nord de la France, moi, ce que j'ai plus connu, c'était à l'école primaire quand j'allais à la ville. On m'avait mis quand même à l'école primaire, non pas du village. J'y suis allée très peu, en fait. Et dès que je suis partie à la ville, c'est vrai que j'ai rencontré un petit peu plus d'Asiatiques. Mais c'était très bizarre pour moi parce que les enfants asiatiques que je connaissais avaient un accent très fort. Je me souviens, il y avait deux jumelles qui étaient, je crois, vietnamiennes. Et j'étais devenue copine avec l'une d'elles, mais elle avait un accent voilà, très, très fort. Donc en tant qu'enfant, mes parents, ils me parlaient pas spécialement de la Corée, mis à part de me dire, voilà, tu viens d'un pays où on mange du riz et du poisson séché. C'est tout ce que je savais. On me répétait ça sans arrêt. Tu manges du riz, du poisson séché. Du poisson séché. Alors, du coup, je disais avec un cheveu sur la langue, tu vois, du poisson séché, comme ça. Et sinon, je pense vraiment que voilà, c'était pour moi Enfin, c'était pas intéressant en fait. Je m'intéressais pas à la Corée. Et j'ai pas eu l'impression que mes parents, ils ont fait du forcing pour m'intéresser à la Corée. Donc, est-ce que ma mère me dit toujours qu'elle a essayé mais que ça prenait pas?
Il y a peut-être une certaine manière de le faire, mais en tout cas, c'est sûr que moi, je me reconnaissais pas du tout dans ce pays dont on me parlait, qui me paraissait tellement lointain. Est-ce que pour toi, ça te parlait pas parce que quand tu es arrivé en France, tu as intégré une famille, on va dire aimante, où tu étais tout de suite senti bien avec eux, intégré? Est-ce que tu penses que ça vient de là? Ou peut-être que du coup, tu ne t'es pas du tout, au contraire, senti bien et t'as tout rejeté, en bloc? Moi, ce que je sais, c'est que quand je suis arrivée bébé, euh, ma mère m'a dit que je ne pleurais pas. Je, je prenais mes biberons et c'est seulement à la fin de mes biberons quand je voyais la fin du biberon, que je commençais à pleurer parce que j'en voulais d'autres. Je voulais un autre biberon. Mais que sinon, je faisais mes nuits et puis que j'étais vraiment un bébé très facile voilà, qui pleurait jamais. Et jusqu'à ce temps que je sois maman, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait banal et normal comme anecdote. Puis en fait, en devenant maman, je me suis rendu compte que bah non, c'est pas du tout normal. Et je m'en suis aperçue d'autant plus, enfin, ça m'a été confirmé quand j'ai vu le film Pupille, où effectivement, on voit un enfant qui naît sous X et qui est séparé de sa mère dès la naissance. Et on voit que l'enfant, en fait, il se meurt, il pleure jamais, il réclame jamais à manger, etc. Et ça, franchement, ça montre quand même que j'étais bien désorientée, que j'ai été déracinée, que je ne sentais plus sans doute ni les odeurs, ni la langue, ni peut-être même les températures, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais plus l'environnement que j'avais connu pendant les 7 premiers mois de ma vie, plus les 9 mois dans le ventre de ma mère. Donc, pour moi, je dirais qu'il y a sans doute eu un choc émotionnel très fort en tant que bébé. Et ensuite, en évoluant, comme tu le vois un peu dans certains films, ils essaient de le montrer quand même, tu vois. Je sais pas, je pense à le dernier Avatar, ou bien. Enfin voilà, c'est un peu le film qui vient en tête comme ça, mais tu vois quand même que quand tu veux te fondre dans la masse et que tu ne connais que ça, ben tu fais tout pour te fondre dans la masse. Donc moi j'ai suivi le pas et c'est vrai que je me reconnaissais pas vraiment chez les Asiatiques, mais il faut avouer quand même que j'étais attirée, mais c'est une étrange, c'est un étrange sentiment d'attirance et de répulsion parce que ils te ressemblent, mais c'est pas toi, parce que toi, dans ta tête, tu veux tellement ressembler à tes parents, en fait. Et moi, ça fait, euh, ça fait 3 ans que je ne suis plus blanche. Pendant 45 ans de ma vie, je disais que voilà, j'étais franco-française et blanche. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter qu'en fait, je suis profondément coréenne. Tu parlais de ta mère adoptive au début, que tu avais pas forcément envie de trop t'exprimer en français par rapport à elle. Elle te disait qu'elle avait essayé de te parler de la Corée. Mhm. Est-ce que c'est un sujet que vous abordiez souvent ou tu étais plutôt fermée à en entendre parler? Ou alors elles ont suivi les instructions Terre des Hommes, surtout ils ne sont plus du tout coréens, donc vous coupez les ponts avec ça. Moi, j'ai très peu de souvenirs de mes parents qui essayent. Maman, elle me dit qu'elle a essayé, par exemple, lors des Jeux Olympiques ou lorsqu'il y avait des documentaires qui passaient à la télé sur la Corée, qu'elle m'appelait, puis qu'en fait, souvent, je disais que ça m'intéressait pas et je repartais. Et puis en même temps, tu vois, je me souviens très bien que petite, moi j'étais très attirée par les arts martiaux et puis c'était le début des cassettes VHS, des locations, tout ça. Mon papa, il aimait bien aussi et il a loué plusieurs films de kung-fu, tu vois, et j'étais attirée quand même par quelque chose de l'Asie parce que moi j'aimais bien regarder ça et, euh, et donc est-ce que elle a vraiment essayé? Je me dis, elle est de bonne foi. Bien sûr qu'elle a sans doute essayé. Mais je pense que quelque part, dans l'inconscient, ça devait bien l'arranger aussi, que je n'allais pas plus loin, que je posais pas plus de questions.
Et donc, il n'y a pas eu véritablement je sais pas, on s'est jamais assis et mes parents me disent, écoute Elisa, t'es née en Corée. Si un jour tu as le désir de retourner en Corée, on t'accompagne, on est là avec toi quand tu voudras. Enfin, il n'y a jamais eu cette conversation-là. Moi, tout ce que je connaissais de mon histoire, c'était quand il y avait des gens qui venaient à la maison et qui posaient des questions sur mon adoption, que moi j'étais là. Et tout se passait comme si je n'étais pas dans la pièce. Et il y avait un échange entre adultes. Donc j'ai connu en fait mon histoire de cette manière-là. Donc ça n'a jamais été tabou, parce que évidemment, on ne se ressemble pas. Et ça, c'est vrai que j'ai posé des questions à mes parents quand j'étais petite. Je me souviens très bien qu'une fois, j'ai demandé à mon père. J'ai dit, mais comment ça se fait que moi, je ne te ressemble pas? Et parce que je voyais qu'il y avait des enfants qui ressemblaient à leurs parents. Et ça me troublait. Et en fait, il m'a dit, mais tu sais très bien, en fait, t'es arrivé par avion, on est allé te chercher à l'aéroport, etc. Donc, ce que j'avais déjà entendu plusieurs fois. Et donc, ah oui, oui, ah bah oui, c'est vrai, oui. Mais tu vois, ils m'ont jamais dit, Elisa, en fait, t'es venue en France, et t'as eu une autre vie qui a commencé déjà, enfin, ta vie a commencé en Corée. Et on est très reconnaissant du fait que ben, tu sois né en Corée, par exemple, tu vois. Donc moi, évidemment, ben, je pense aussi que j'ai grandi dans pas dans cette peur parce que c'était pas, il n'y avait pas de menace, il y avait pas de, mais il y a quand même quelque chose d'inconscient, je pense, chez nous, qui est, on va pas aller remuer le caca et on va rien, on va pas aller poser des questions. Euh, ok, mon papa et ma maman, ce sont eux, ils s'occupent bien de moi. Et puis, il y avait quand même de temps en temps des choses qui étaient distillées, soit par la télévision, soit dans ton entourage, lorsque les gens, tu vois, ils disent, ah mais c'est quand même super ce que vous avez fait, quel courage, etc. Donc, à force, quand tu grandis avec ça, hein, je pense que tu vas pas me contredire, tu vis avec cet inconscient collectif que, oh, mais quelle chance tu as d'être adopté. Et comment veux-tu aller à l'encontre de ça en allant tout bousculer et en disant mais d'où je viens? Enfin, moi, ça me venait même pas à l'esprit en fait. Je pense que je me refusais en fait ce droit. Je ne me donnais pas ce droit. Tu le disais d'ailleurs très justement dans un de tes posts. Donc, pendant 30 jours au mois de novembre, pendant le mois des adoptés, tu as publié sur Facebook un post sur ton adoption en lien avec ton histoire, tes ressentis. Et tu disais que tu avais lu dans tes papiers que tu étais né de monsieur et madame Duflo. Et Oui, c'est vrai que je me suis aussi retrouvée moi à lire mes papiers, mais je comprends pas. En fait, je suis pas née d'eux. J'ai bien compris que je suis pas née du ventre. Mais dans ce cas, je viens d'où en fait? Je viens de qui? Et comment on peut écrire ça sur un papier? Et donc, tu l'expliques très, très justement, ce qui peut compliquer la quête d'identité, de savoir qui on est, d'où on vient. en fait, je trouve que la manière dont l'adoption plénière se fait en France, elle est vraiment aberrante encore aujourd'hui, parce que c'est le fait de dire né de monsieur, madame, alors que tu gardes quand même la ville dans laquelle tu es né. Donc, moi, enfin, c'est bizarre, quoi. Je suis née de mes parents, puis en même temps, je suis née dans une ville où ils n'ont jamais habité. Quelque part, c'est très troublant et c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs années pour m'en rendre compte. Et c'est notamment le livre d'Amandine, hein, Une poupée en chocolat, qui le souligne très bien dans la manière dont elle décrit en fait juridiquement les adoptions en France. Et, il y a une volonté vraiment voilà, comme on disait depuis tout à l'heure, d'effacer nos racines. Et, et ça, je trouve que euh, même pour les parents, en fait, adoptifs, c'est pas du tout aidant pour eux d'être constructifs et d'avoir la possibilité d'accompagner les enfants, les bébés, parce que ils ont tout à fait le droit de ce fait-là, de se dire, mais ce bébé, il est né de mon ventre. Et moi, maman m'a tellement raconté que
Euh, C'était une adoption pour elle. Elle pensait jamais à sa fille adoptive parce que je suis sa fille, ce qui est merveilleux et très beau. Et puis en même temps, ben, c'est quand même un mensonge parce que je suis pas née de son ventre. Et donc, il y a cette ambivalence et cette tension qui fait que mon papa, moi, il me disait, tu sais, c'est pas, t'es pas une enfant comme une autre parce que moi, je t'ai pas attendu que 9 mois. Et avec ta maman, on t'a porté, donc, je sais plus, 2 ans. Euh, donc, tu vois, quand on te met toute cette responsabilité en te disant, voilà, t'étais tellement le bébé attendu. euh, Ben, toi, tu es un peu face à ça, tu te dis, mais ok, ben, tu tu t'endoctrines en fait quelque part en te refusant le droit d'aller chercher plus loin tes racines parce que tu veux absolument y croire, je pense. Inconsciemment, tu veux y croire. Tu te dis, bah oui, j'ai, je viens de mes parents français. Je suis pas. Et, et, et moi, j'ai jamais pensé à mes parents. euh, comme des parents adoptifs. D'ailleurs, mes amis, en grandissant, parfois découvraient qu'en fait, j'étais adoptée parce que je leur précisais jamais. C'était pas important pour moi. Euh, En tout cas, je sais que c'est pas comme ça forcément pour tous les adoptés, mais en tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Et, et je pense que voilà, ça fait partie, encore une fois, de tout cet inconscient collectif de la société, de la manière, enfin, je t'en avais parlé la dernière fois, là, j'étais à la conférence où il y avait le professeur d'histoire que tu as invité déjà sur ton podcast. Je me souviens plus de son prénom, enfin de son nom, mais il retrace très très bien comment cet inconscient collectif s'est construit et ce côté un peu bonne action, sauveur, euh, voilà, cette redevabilité que nous on endure. Tout ça fait que c'est très dur en fait pour nous de se construire une identité. Aujourd'hui, grâce à ton podcast ou à d'autres moyens de médias, euh, ça commence à se délier. Mais moi, en tout cas, les gens de ma génération qui ont entre 45 et 50 ans, ils disent tous en fait, ils aiment pas trop parler de ça. C'est plus la génération, je trouve, des milléniums et la Gen Z qui ont pris le taureau par les cornes et qui, heureusement, en fait, montre véritablement ce que c'est une adoption à l'international et comment ça traumatise, et même si ça se passe très très bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui témoignent. Et ça, moi, je suis très contente qu'il y ait des gens qui témoignent que ça s'est très bien passé dans leur enfance, dans leur adolescence, qu'ils ont eu une enfance dorée. Malgré tout, la crise identitaire, elle arrive quand même à un certain moment et montre que c'est compliqué. Tu Mhm. disais que jusqu'à tes 45 ans, tu te pensais blanche. Est-ce que ça veut dire que tu as grandi, toi, dans un environnement où tu as... Parce que c'est souvent les autres qui nous ramènent à notre couleur de peau, au fait qu'on n'est pas forcément né en France, qu'on n'est pas français. Est-ce que tu as grandi aussi dans cet environnement-là où on te posait des questions, ah, mais c'est quoi tes origines, mais d'où tu viens, etc. Alors, en tant qu'enfant, j'ai eu assez peu de questions, en tout cas, je m'en souviens pas. Mais j'ai vécu un espèce de petit racisme. Je te dis petit parce que, enfin, en tout cas, pour ma mère, tu vois, c'est pas du racisme, c'est des remarques d'enfants. Mais j'ai quand même eu des enfants qui me faisaient ah, sale Shintok, ou bien, tu vois, qui me parlaient avec un accent, etc. Mais j'étais pas spécialement affectée par ça. En tout cas, ça m'a pas traumatisée. Je me souviens que ça arrivait. J'ai eu plusieurs amis, etc., qui savaient que mes parents étaient blancs, mais il n'y avait pas vraiment de questions profondes, tu vois, voilà, sur est-ce que tu connais ta famille, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas ça. J'ai vécu vraiment dans un environnement très blanc. Donc, on a connu des Vietnamiens quand je pense que j'avais peut-être 6 8 ans, 8 ans, je pense. C'était un groupe d'ingénieurs qui étaient venus travailler en France et ils étaient des voisins de mes grands-parents. Donc, à chaque fois qu'ils me voyaient arriver chez mes grands-parents, ils adoraient me voir.
Et moi, ça, ils m'effrayaient tellement au début parce que j'ai eu du mal à m'habituer à eux. C'était que des hommes et ils voulaient toujours me prendre et tu sais, avec eux, ils voulaient. En fait, mes parents comprenaient que je leur rappelais euh, les enfants de leur pays et donc forcément les enfants qu'ils avaient laissés pour venir travailler en France et se former, etc. Et grâce à eux, on a connu d'autres familles, enfin une famille vietnamienne qui nous a invités plusieurs fois chez eux, etc. Donc je les ai fréquentés, on les a fréquentés un petit peu, mais ça a été un moment, tu vois, dans mon enfance. Et jamais, en fait, il a été question pour ces personnes-là d'essayer de me transmettre quelque chose parce que eux étaient plutôt en France pour venir se former ou s'intégrer parce que la famille dont je me rappelle était une famille dont le monsieur était médecin, qui parlait sans accent. Et le but, c'était vraiment, on s'intègre au maximum. Enfin, en tout cas, avec le recul et mes yeux d'enfant, de ce que j'en garde, c'était ça. Donc, il n'y avait pas trop, tu vois, d'imposer à mes parents ou de proposer à mes parents, est-ce que vous voudriez ouvrir, Elisa, à la culture coréenne, à la culture asiatique et des choses comme ça. Bon, voilà, ça, c'est tout ce que je me rappelle. Après, j'ai grandi dans des collèges, ou, enfin, école primaire ou collège ou lycée, où franchement, on pouvait compter les Asiatiques sur les doigts d'une seule main, hein. Je ne suis pas sûre qu'il y en avait même une dizaine. Donc, il y avait plutôt des enfants d'immigrés maghrébins, euh, mais ce n'était pas une majorité non plus. Donc, pour moi, c'était les seules personnes qui ne ressemblaient pas à des personnes blanches. Voilà. Donc, moi, évidemment, au fur et à mesure que j'ai grandi, les gens ne me voyaient plus. Et il y en a tellement qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, mais Elisa, on ne te voit plus comme une Asiatique. Tu es tellement plus française que nous parfois, tu vois. Et j'ai juste eu une période, je pense, où là, les choses ont commencé à, sans doute ou montrer où je me cherchais quand même. C'est qu'il y a eu un moment dans les années 90, quand j'étais étudiante, c'était beaucoup la période des Kolmao, des robes un peu chinoises. Et je me suis acheté pas mal voilà, de tuniques en Kolmao, de robes chinoises avec les fleurs de cerisier, tout ça. Et moi, j'étais une très grande fan de Gong Li à l'époque, que j'ai vu pour la première fois, je me souviendrai toujours, monter les marches au Festival de Cannes. Je l'ai trouvée tellement belle et je pense que c'est la première fois où j'ai osé en fait m'assimiler à cette femme. Enfin, une femme asiatique plutôt. Parce que sinon, avant, c'était voilà, eux, ce sont des Asiatiques, moi, c'est différent. Et, et sinon, voilà, j'ai toujours voulu être la plus blanche possible. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de porter ces robes, justement? Est-ce que tu as pu, au fur et à mesure, te reconnecter à cette culture ou c'était un effet de mode et puis t'es passé à autre chose? Alors, c'était pas du tout pour être dans une connexion avec ma culture ou la culture asiatique, on va dire. C'était, il y avait vraiment quelque chose de très ambivalent chez moi, comme ce rejet j'avais pas envie qu'on me reconnaisse comme asiatique. Mais j'avais envie de faire de moi cette différence physique comme une force et donc je voulais sortir du lot. C'était ma manière de sortir du lot. Et donc le fait de renforcer mon apparence asiatique en m'habillant de manière asiatique, je savais que ça allait accentuer ça. Et je me disais, ben forcément, parmi toutes mes amies blanches, alors moi je les appelais pas mes amies blanches, hein, c'était juste, maintenant je fais la différence, mais c'est même pas péjoratif dans ma tête, c'est juste de me dire, ah ben, je suis pas comme elle, les gens vont me remarquer, les garçons vont me remarquer, tu vois, c'était un peu l'idée en fait. Euh, et puis, ben, c'est passé hein, après. Ça a duré quand même quelques années, je pense, hein, 3-4 ans quand même. À l'époque, ouais, il y a eu une vague comme ça où tu voyais des colmao partout, des tuniques, voilà. Mais il n'y avait pas de reconnexion. À quel moment alors tu as eu cette reconnexion? Puisque maintenant tu t'intéresses à ta culture de Corée, tu as aussi envie de la transmettre à tes enfants.
Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu te dis, c'est ma culture aussi, c'est ma culture natale? Moi, honnêtement, par rapport à d'autres Coréens adoptés dont j'ai entendu les témoignages, je suis pas une hyper grande fan et en manque, tu vois, viscéral au fond de moi. Même quand je suis allée en Corée, il n'y avait pas ce désir profond qui était là, il y avait quand même beaucoup de retenue. Et effectivement, tu as raison, c'est quand mes enfants ont commencé à être plus grands, je pense. Bon, ils sont encore très jeunes, hein, mais il y a quand même ce truc de se dire, ben, c'est important de leur transmettre d'où ils viennent. Et moi, je suis coach de vie, et j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui me racontent leur parcours de vie. Et c'est tellement important de savoir, en fait, même ce qui s'est passé dans ta famille, de génération en génération. Pour moi, ben, mes enfants sont métissés de trois cultures. Leur papa est haïtien, moi je suis coréenne. On a grandi tous les deux en France. Donc, moi, je connais pas bien ma culture coréenne, mais c'est l'occasion, en fait, d'apprendre avec eux. Quand ma sœur est venue en France, là, récemment, justement, pendant le mois des adoptés, elle était là. euh, Ils étaient plus en âge, tu vois, de comprendre, parce ils lui ont posé beaucoup de questions sur comment on dit ça en coréen. Et puis elle posait des questions sur leur mode de vie, tout ça. Donc il y avait un véritable échange. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ça te dépasse toi en tant qu'individu. Et que, bah oui, moi, je peux, si mes enfants ils me demandent de, tiens, comment ça se passe en Corée, je peux pas leur répondre. Donc, je trouve que ça, c'est quand même, ils font un pont. Ils font le pont. Et ça, c'est vrai que j'ai entendu, alors, c'est pas que je suis une grande fan de Johnny, mais je voulais voir les deux filles qu'il a adoptées, je sais plus, c'est Jade et je sais plus comment elle s'appelle, la deuxième. Et j'ai vu leurs témoignages, elles ont dit quelque chose, ou c'est Audrey Crespon qui les interviewe et qui leur a dit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé. Il paraît que Johnny, il avait dit que c'est le fait d'avoir adopté ces deux filles, ça a réparé ses blessures d'abandon. Ben, moi, je pourrais te dire qu'en fait, mes enfants, ils ont réparé mes blessures d'abandon. Et à travers eux, il y a ce pont qui se refait avec la connexion avec la Corée. Est-ce que c'est venu parce qu'ils t'ont posé des questions ou parce que toi, quand ils sont nés, tu t'es posé des questions sur ta propre naissance? D'abord, oui, quand mon fils est né, il a eu un souci de santé. En fait, ils ont pas pu me le poser sur moi. Et tout de suite, il respirait pas. Et donc, il a été intubé, il était en hypothermie, tout ça. Donc, moi, je l'ai pas eu tout de suite. Et je savais pas ce que c'était, tu vois, d'avoir un enfant. Et je savais même pas que le pot à pot, c'était important de le poser tout de suite sur toi, le contact avec la maman dès qu'il sort de ton ventre, etc. Et en fait, mon fils, au départ, pendant 3 jours, il se réveillait pas vraiment, il avait plus de force. Il avait euh, voilà, il avait besoin en fait d'être nourri à la béquée. Et puis, dès qu'il a repris des forces, il s'est mis à évidemment beaucoup me réclamer, à sentir que voilà, les bras de maman, c'était très important, etc. Et à partir de ce moment-là, toute seule, je me souviens que j'étais toute seule, vraiment complètement perdue. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, mais comment un bébé il peut vivre ces moments de solitude comme ça? C'est-à-dire que, tu vois, tu poses le bébé, moi, mon fils, en fait, il avait été séparé pendant 3 jours. En fait, il n'était pas avec moi, il était en, en néonate, donc l'équivalent de la réa pour les enfants. Et en fait, il n'a pas eu ce contact tout de suite avec moi, tu vois. Et comme il était inconscient, il ne me réclamait pas. Mais à partir du moment où il s'est réveillé, en fait, il fallait que je vienne, en fait, que je le prenne, qu'il sente mon odeur. Et moi, en fait, je me suis dit, mais attends, comment ça s'est passé pour moi? Parce que de ce que je connaissais, en fait, moi, ma mère, elle est... Donc ça, on pourra en parler un peu plus tard, mais je ne l'ai pas connue puisqu'elle est décédée, j'avais 2 semaines. Et, euh, et je me dis, mais
comment ça a dû se passer dans mon cerveau pour tous les enfants qui peuvent pas connaître leur maman, le traumatisme que ça doit être. Donc ça m'a vraiment énormément travaillé. Je voyais mon fils évoluer, et tu vois, je me disais, alors moi j'étais comme ça à 1 mois, enfin, tu vois, je voyais grandir, évoluer, puis s'éveiller de plus en plus. Et ça m'a énormément perturbée, en fait, de le voir grandir comme ça. C'était merveilleux. Puis à la fois, pour toi, tu te dis, mais attends, c'est comme ça un bébé? Mais ça veut dire qu'il a besoin de sa maman, mais tout le temps. Non seulement de sa maman, mais de son papa. Et puis, enfin voilà, moi, ça a été vraiment des questions qui m'ont un peu plongée un peu dans une dépression à un moment, je pense, hein, parce que c'était sans doute mon corps. J'avais l'impression, ça fait partie d'un ensemble de choses, mais mon corps, quand tu accouches, c'est quand même traumatisant aussi pour la maman, parce que c'est beaucoup d'efforts, etc. Je pense que mon corps me disait quelque chose, mon corps, mon cerveau, tout ça. Ça a été compliqué en fait pour moi. Et ça s'est passé aussi bien pour mon fils que pour ma fille. Alors évidemment, pour ma fille, c'était moins l'inconnu, 3 ans plus tard, mais quand même, euh, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle. C'était important pour moi d'avoir l'impression de pouvoir essayer de revivre ce que ben, je n'ai pas accès, parce que personne ne peut me le raconter. Ce qui veut dire que avant la naissance de ton premier, t'avais jamais parlé de ça à ta mère adoptive sur l'histoire de ta naissance, qu'elle pouvait savoir. T'as jamais demandé ton dossier ou ouvert ton dossier. Vous n'aviez pas évoqué ce sujet. Et donc, toutes ces questions sont remontées à la naissance de ton fils et quand il s'est trouvé privé de toi, on va dire, pendant notamment les 3 premiers jours. En fait, je dirais pas que ça s'est venu comme ça, tu vois, d'un seul coup, c'est venu petit à petit, on va dire, c'était comme un fil, tu sais, c'est comme un voile, c'est là, puis tu t'oses pas lever le voile tout de suite, et puis petit à petit, au fur et à mesure des mois, ce qui grandit, tu lèves un peu plus le voile et tu mets des mots sur une douleur qui est à l'intérieur de toi. Mais mes parents, oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont jamais pris le temps de me dire, et ça non plus, ils m'ont pas dit non plus, bah écoute, Elisa, on a un dossier qu'on peut te remettre quand tu veux. Donc moi, ce dossier, ce que j'ai, c'est jusqu'à présent, hein. Alors que j'ai retrouvé ma famille biologique, je suis allée le chercher à l'agence d'adoption Holt en Corée du Sud. Et ils m'ont remis que ce qu'ils ont bien voulu me remettre en fait. Parce que maintenant que je fréquente d'autres Coréens adoptés, je m'aperçois qu'en fait, ils m'ont remis, je dirais pas un dossier bidon, mais d'ailleurs, c'était écrit en coréen, ma sœur l'a traduit, mais je pense qu'ils ont beaucoup plus d'informations que ça sur moi, que, bon, qu'ils n'ont pas estimé me donner, tu vois. Mais La Holt ou tes parents? non, à Holt, à Holt. Mes parents, en fait, pour être honnête avec toi, je ne sais pas où est ce dossier, je ne sais pas du tout ce qu'il contient. Ils ne l'ont jamais donné. Ils l'ont jamais donné. Dans la deuxième partie, on abordera avec Elisa un peu plus en détail sa quête d'identité. En attendant, n'hésitez pas à partager le podcast à toute personne que cela pourrait intéresser. Merci d'avance et à très vite.